Tu te réveilles un matin et tu regardes les nouvelles en prenant ton petit café. « Ils ont encore réussi! Sacrés scientifiques !» crie le présentateur du journal télévisé. Un rapport a été publié il y a quelques jours. La Lune s'éloigne de plus en plus de l'orbite de la Terre. Sa distance augmente de 5 cm par an. Au cours des 2000 dernières années, elle s'est ainsi éloignée de 660 cm au total. Ce n'est pas une distance trop importante, mais la nouvelle a quand même affolé les gens et les a inquiétés. Ils se sont rassemblés autour de la planète et se sont unis pour essayer d'empêcher la Lune de sortir de l'orbite de la Terre, même si elle ne quittera pas réellement son orbite avant 1 milliard d'années. Mais tout le monde était concentré sur les avantages de la Lune d'autrefois. Il est évident que la vie sur Terre, telle que nous la connaissons, n'aurait pas évolué pareil sans son existence. La Lune contrôle les marées et les molécules de l'atmosphère. Sans elle, les humains, en particulier, n'auraient pas évolué. C'est pourquoi, en raison de la reconnaissance envers la Lune, les hauts gradés ont ordonné aux meilleurs scientifiques de trouver une solution pour la rapprocher de la Terre. Un moteur à propulsion géant a été construit sur la face cachée de la Lune. Il a été allumé et les propulseurs ont essayé de pousser en avant. Mais la force de départ n'a pas été assez forte pour pousser la Lune. Au lieu de cela, il a incliné l'axe de la Lune, la faisant tourner lentement. Alors que la Lune tournait, les scientifiques se sont empressés de l'éteindre avant que le moteur n'atteigne sa pleine puissance, car il se dirigeait hors de sa trajectoire. L'état-major n'était pas d'accord et leur a ordonné de poursuivre l'objectif. Les scientifiques ont insisté sur le fait que les calculs n'étaient pas corrects et qu'ils ne savaient pas exactement ce qui pourrait se produire. Leurs préoccupations ont été ignorées et ils ont dû simplement regarder comment la puissance des moteurs augmentait. Les moteurs ont lentement poussé la Lune et la distance a diminué. Mais comme elle a été donnée au mauvais moment, l'angle visé allait créer des complications. La poussée et la gravité de la Terre ont assuré que la Lune suive l'orbite à une distance réduite. Mais avec la combinaison de la poussée initiale sur un angle indirect, la Lune a été dirigée loin de la Terre et s'est rapidement éloignée de sa trajectoire sur le point de quitter complètement l'orbite. Alors que tu finis ton petit déjeuner et que tu éteins la télévision, tu sors pour regarder la Lune. Elle est bien au-dessus de toi et apparemment en bon état. Le présentateur du journal télévisé a sûrement exagéré. Tu te remets au travail. Les problèmes de la Lune ne sont plus qu'une question accessoire. Même si c'était vrai, comment cela pourrait-il affecter ta journée ? La matinée semble donc normale, un jour comme les autres au bureau en fin de compte. Pendant ta pause déjeuner, tu vas en ville et tu remarques en chemin que le vent se lève, devient plus fort et plus froid. Ça doit être une tempête qui approche. Tu vérifies rapidement l'état de la Lune. Elle semble plus petite, environ la moitié de la taille qu'elle avait ce matin. Mais c'est le milieu de la journée, donc elle est censée être de cette taille, n'est-ce pas ? Après avoir terminé ton repas au restaurant, tu pars et constates qu'il fait plus sombre. Le vent est beaucoup plus fort qu'avant, mais il n'y a pas de nuages d'orage dans le ciel. Les gens dans les rues observent le ciel, marqué par quelque chose, probablement une éclipse. Alors que les gens commencent à courir frénétiquement dans les rues, tu regardes au-dessus de toi et tu ne vois pas la Lune. Confus, tu décides de rentrer chez toi pour la journée. En arrivant chez toi, tu allumes la télévision. Le présentateur du journal télévisé, plus grave qu'avant, explique que la Lune a quitté l'orbite de la Terre et se dirige vers l'espace. La perte de la Lune signifie que le cycle quotidien a changé. Il n'y a plus que 6 à 12 heures de soleil par jour et plus de 1000 jours par an. « Je vais devoir travailler 2 fois moins », tu te dis avec enthousiasme en levant les bras en l'air. L'absence de la Lune crée un monde complètement différent. C'est la gravité de la Lune qui maintient la Terre en place à un angle de 23,5 degrés, ce qui garantit les conditions météorologiques et les journées normales auxquelles nous sommes habitués. Déconcerté par toutes ces informations scientifiques, tu sors pour vérifier que tu n'es pas victime d'une blague. La semaine de travail plus courte semble trop belle pour être vraie. En regardant le ciel, tu remarques que les étoiles sont plus brillantes que jamais. Tu peux clairement voir les contours de la Voie lactée. Les étoiles sont bien plus nombreuses que dans ton souvenir et Vénus brille bien plus que toutes les autres. C'est un spectacle magnifique, mais tu ne sais pas si la clarté du ciel nocturne valait la peine de faire disparaître la Lune. Tu n'as jamais été intéressé par l'astronomie. Tu décides d'aller te coucher. C'est une bonne idée de s'adapter au nouveau cycle du jour et de la nuit.
Tu règles ton réveil sur 2 heures. Cela devrait être assez long, te dis-tu joyeusement. Demain, c'est samedi après tout. Tu dois te lever tôt pour aller surfer. Tu dois profiter des vagues de la marée haute. Tu te réveilles, tu prépares tes affaires et tu vas à la plage. Les nouvelles à la radio expliquent comment la Terre est maintenant plus vulnérable aux astéroïdes sans la Lune. Ensuite, ils parlent de certains problèmes avec les marées, quelque chose comme le fait que la marée est maintenant un tiers de l'envergure qu'elle avait avant. Tu ne sais pas comment cela peut affecter les vagues. Peut-être que cela signifie qu'elles seront plus grandes. Tu te gares sur la plage, tu prends ta planche et tu regardes vers l'endroit où les vagues sont censées être. Ça devrait être la marée haute, mais la mer est bizarrement beaucoup plus loin que d'habitude. Tu passes facilement sur la contrainte de devoir marcher vers l'eau. Après une longue marche pleine d'enthousiasme vers les vagues déchaînées, ton humeur change à mesure que tu t'approches et tu regardes bêtement les petites vagues. Bouleversé, tu rentres chez toi. En conduisant, tu écoutes les nouvelles et tu fais plus attention aux informations fournies. À la place des saisons structurées, il n'y a que des schémas météorologiques imprévisibles. Les vents sont plus rapides et plus forts, ce qui crée des tempêtes plus puissantes, mais à certains endroits, rien ne change. L'équateur n'est plus forcément toujours chaud. Les pôles ne sont pas constamment froids. Les profondeurs de l'eau diminuent. Les marées s'ajustent uniquement à la gravité du Soleil, réduite à 1/3 des profondeurs d'avant la Lune. Partout dans le monde, les mers changent d'altitude, rétrécissent au niveau des pôles et le volume d'eau autour de l'équateur se déplace. La Lune régule les marées et fournit les changements périodiques qui sont un élément clé pour aider à la vie sur Terre. Les formes de vie aquatiques se déplacent vers les bas-fonds du monde entier. Les cycles de vie d'importantes formes de vie microbiennes ont été bouleversés. Tu ne pouvais pas imaginer que quelque chose d'aussi simple qu'un changement dans les marées pouvait être si important pour des milliards de formes de vie. L'eau et les précipitations, qui sont réparties sur toute la planète, ne peuvent plus assurer la subsistance là où elles le faisaient auparavant. Le climat est devenu plus extrême, plus chaud pendant de longues périodes et plus froid dans d'autres parties de la Terre. Au fil du temps, dans quelques milliers d'années, les déserts secs passeront à des périodes glaciaires. Ces changements intenses perturbent l'ordre naturel de toute chose pour la vie sur Terre. Non seulement la Lune contrôlait les marées et le temps, mais elle tirait les molécules de l'atmosphère en se déplaçant. Le mouvement désormais constant perturbe les molécules, créant des barrières pour l'évolution future. Tu rentres chez toi, bouleversé après avoir appris cette nouvelle décourageante. Non seulement tu ne pourras plus jamais surfer, mais toute la vie sur Terre va changer. Une ère de récession a commencé. Au cours de l'année suivante, la flore et la faune changent pour s'adapter à ce nouveau monde. Les animaux migrateurs qui se dirigeaient vers des pâturages plus verts ne trouvent rien du tout. Les oiseaux sont complètement désorientés par le changement des saisons. Les animaux qui hivernent entrent et sortent de leurs abris au mauvais moment, et la végétation a du mal à pousser en raison du manque de lumière du soleil. Les animaux nocturnes ne peuvent pas voir sans l'aide guidée du reflet de la Lune. Bien que Vénus soit la source de lumière la plus brillante lorsqu'il fait nuit, elle ne représente qu'un millième de fraction de la luminosité de la Lune. Les animaux prédateurs qui chassent la nuit ne sont pas capables de trouver leur proie, ce qui donne l'occasion aux petits animaux de prospérer. Bien que la vie sur Terre ait changé, elle continuera d'exister. Mais ces changements soudains constitueront un test pour tous les domaines de la vie. Au fil du temps, il sera très intéressant de voir quelles espèces se seront adaptées et auront évolué. Un monde où les rats et les souris seraient plus importants en raison de leur capacité d'adaptation pourrait faire émerger une nouvelle espèce dominante. Dans des millions d'années d'évolution, ce sont surtout leurs descendants qui prospéreront. Nous pourrions voir des souris herbivores de la taille d'un buffle traverser les plaines et des rats de la taille d'un tigre errer dans les jungles. Des souris arboricoles dotées de longs bras pourraient se balancer entre les branches. D'autres se déplaceront probablement vers les mers à la place des mammifères pour se nourrir de la vie aquatique. Des rats prédateurs aux grands yeux pourraient avoir des traits similaires à ceux des chauves-souris, avec écolocation et devenir les maîtres de la nuit. Toutes les nouvelles espèces qui apparaîtront, sans aucun doute, continueront à être suivies par les humains, où qu'ils soient.
La Lune est le deuxième objet le plus brillant dans notre ciel. Et pourtant, parmi les autres corps célestes, c'est l'un des moins éclatants et des moins réfléchissants. Notre satellite naturel n'a l'air brillant que parce qu'il est proche de la Terre. En guise de comparaison, notre planète a l'air bien plus éclatante quand tu la regardes depuis l'espace. C'est à cause des nuages, de la glace et de la neige qui reflètent bien plus de lumière que la plupart des types de roches. Triton, la lune de Neptune, a toute sa surface recouverte de plusieurs couches de glace. Si ce satellite remplaçait notre lune actuelle, le ciel nocturne serait 7 fois plus illuminé. Plus la lune est proche de l'horizon, plus elle a l'air grosse. Ce phénomène est appelé l'illusion lunaire. L'une des théories qui explique ceci affirme que l'atmosphère joue le rôle d'une lentille grossissante, ce qui fait paraître la Lune plus grosse. En réalité, si l'atmosphère avait quelque chose à dire, la Lune aurait l'air plus petite, sûrement pas plus grosse. La plupart des experts croient que l'illusion est créée par notre propre esprit. Il peut augmenter la taille de la Lune de plus du double. Quand le satellite de la Terre est assez haut dans le ciel, tu n'as pas de repère visuel pour t'indiquer sa distance. Mais quand elle est proche de l'horizon, tu peux voir des objets alentours en détail. Cela donne l'impression que la Lune est plus grosse, mais ce n'est qu'une des nombreuses théories expliquant le phénomène. D'ailleurs, tu peux t'amuser à vérifier cette illusion si tu te penches en arrière et que tu regardes la Lune à l'envers, à travers tes jambes. Il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été projeté dans l'orbite de la Terre et a commencé à voyager autour de la planète. Même s'il n'est pas plus gros qu'une voiture de taille standard, c'est quand même quelque chose. Parmi les plus d'1 million d'astéroïdes que les astronomes ont recensés, ce n'est que le deuxième à orbiter autour de notre planète. Appelé 2020 CD3, c'est notre mini-lune temporaire. Elle ne sera pas avec nous pour longtemps, ceci dit. L'astéroïde suit une orbite aléatoire et dérive lentement. Les objets capturés temporairement, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une trajectoire et une vitesse spécifiques pour être captés par la force gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils atterrissent et explosent contre une autre planète ou foncent dans une autre direction. Le phénomène lunaire transitoire est l'une des choses les plus énigmatiques à se produire sur la Lune. C'est un changement très furtif de lumière, de couleur ou d'un autre élément à la surface de notre satellite. Très couramment, ce sont des éclairs de lumière aléatoires. Les astronomes ont observé ce phénomène depuis les années 1950. Ils ont remarqué que les flashs arrivaient au hasard. Parfois, ils peuvent avoir lieu plusieurs fois par semaine. Ensuite, ils disparaissent pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux ne durent pas plus de quelques minutes, mais d'autres ont duré des heures. En 1969, un jour avant l'alunissage d'Apollo 11, l'un des participants à la mission a remarqué qu'une partie du satellite naturel était plus illuminée que le paysage alentour. On aurait dit que cette zone avait une sorte de lumière fluorescente. Malheureusement, on ne sait pas dire si ce phénomène avait un lien avec les mystérieux flashs lunaires. Il se pourrait que les cratères lunaires contiennent plus de métaux comme le titane ou le fer que les astronomes ne le pensaient. Le problème majeur que cela engendre ? Cela contredit la théorie principale sur la formation de la Lune. Elle veut que le satellite naturel de la Terre soit en réalité issu de notre planète après qu'elle soit entrée en collision avec un objet spatial géant. Mais alors, pourquoi la croûte terrestre pauvre en métal a beaucoup moins d'oxyde de fer que la croûte lunaire ? Cela veut peut-être dire que la Lune s'est formée à partir d'un matériau qui trouve sa source bien plus profondément dans notre planète. Ou bien, ces métaux peuvent avoir fait leur apparition quand la surface lunaire fondue a refroidi, petit à petit. La gravité de la Lune équivaut environ à 17% de la gravité terrestre. Si tu pesais 90 kg sur ta planète d'origine, sur la Lune, ton poids serait ramené à environ 15 kg. Tu pourrais aussi porter des objets 6 fois plus lourds que ceux que tu pouvais porter sur Terre. Il serait aussi plus simple de marcher sur la surface de la Lune, mais ce serait aussi plus dangereux. Tes pieds, dans un costume d'astronaute lourd, s'enfonceraient de 15 cm dans le sol lunaire. Mais imaginons que tu décides plutôt de flotter dans les airs. Tu perdrais alors le contrôle de tes sauts en un rien de temps. D'ailleurs, la surface de la Lune regorge de cratères profonds. Il serait très difficile de tous les éviter. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont découvert une étendue liquide massive d'une substance mystérieuse. Elle était cachée sous la surface de la face obscure de la Lune. Sa masse était la même que celle d'un tas de métal 5 fois plus gros que la grande île de Hawaï. Cet élément énigmatique se trouve à environ 322 km en dessous d'un énorme cratère qui est apparu à la surface lunaire il y a des milliards d'années. La goutte a très certainement quelque chose à voir avec une super collision. Il se peut que ce soit le cœur métallique de l'objet qui a frappé la Lune à cette époque. Les scientifiques ont hâte de mener à bien leur découverte. Cela expliquerait nombre de choses à propos du bassin pôle sud Aitken, le plus gros cratère connu du système solaire.
S'il était sur Terre, ce bassin de forme ovale s'étirerait de Washington DC jusqu'au Texas. Il n'y a pas d'air sur le satellite naturel de la Terre. Mais alors, comment peut-elle rouiller ? Les scientifiques ont découvert la présence d'hématite sur la Lune. Et c'est une sorte de rouille. Un instrument spécial de recherche de la NASA a examiné la lumière reflétée sur la surface de la Lune. Il se trouve que la composition des pôles du satellite était très différente du reste. La surface de la Lune est dotée de rochers riches en fer. Mais sans oxygène ni eau liquide, la rouille ne peut apparaître. Les vents solaires sont venus s'ajouter au mystère. Ils ont bombardé la Lune d'hydrogène. Et l'hydrogène rend la formation de l'hématite encore plus difficile. Mais même si la Lune n'a pas d'atmosphère, elle comporte toujours des traces d'oxygène. Sa source est la couche supérieure de notre atmosphère. La Terre protège aussi la Lune d'environ 100% des vents solaires, même si ce n'est pas tout le temps. Et même si notre satellite naturel est né sec, il se peut qu'il y ait de l'eau gelée dans les cratères ombragés de son autre facette. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle est en forme d'œuf. De plus, la masse centrale du satellite est décalée d'un peu plus d'1,6 km de son centre géométrique. La Terre et la Lune s'orientent graduellement vers différentes directions, aussi lentement que nos ongles poussent. C'est le revers de la médaille de la force gravitationnelle du satellite. La Lune crée des marées dans les océans de la Terre. Il repousse la Lune. En retour, cela la fait bouger vers une orbite plus haute. Dans les temps préhistoriques, la Lune était bien plus proche de notre planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Heureusement, nous n'allons pas perdre la Lune. Plus elle va loin, plus sa force gravitationnelle s'affaiblit. Cela veut dire que bientôt notre planète ne repoussera plus la Lune avec autant de force. Il y a très peu d'activité à l'intérieur de la Lune. De plus, il n'y a presque pas d'atmosphère autour. C'est pour cela que les scientifiques peuvent retracer les impacts de cratères qui se trouvent à la surface à plusieurs milliards d'années. En donnant un âge à ces cratères, les astronomes ont découvert que la Lune, ainsi que notre planète, avait connu un grand bombardement tardif il y a environ 4 milliards d'années. Cet événement est aussi connu sous le nom de cataclysme lunaire. Cet intervalle a duré plusieurs centaines de millions d'années. À ce moment, un nombre incroyablement élevé d'astéroïdes est entré en collision avec la Terre, Mercure, Mars et Vénus. Il y a peut-être un labyrinthe de tunnels de lave sur la Lune. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont reçu les résultats d'une topographie lunaire souterraine. Ils ont découvert une caverne massive sous la surface du satellite. D'environ 48 km de long et 96 km de large, la grotte pourrait bien être le résultat d'une activité volcanique datant de 3 milliards d'années. Après que les flux de lave ont durci, ils ont créé une croûte épaisse et solide à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave a continué de s'écouler, faisant fondre la roche et créant des tunnels et des grottes. Bon nombre de trous découverts à la surface de la Lune par la NASA pourraient être les ouvertures de tunnels de lave. L'orbite de la Lune autour de la Terre ne forme pas un cercle. Elle est ovale. C'est pour cela que la distance entre notre planète et le satellite varie d'une distance de 362 000 km à plus de 402 000 km. Il y a une très légère activité sismique à l'intérieur de la Lune. Pourtant, les mini-tremblements de Lune, causés par la force gravitationnelle de notre planète, se passent parfois à plusieurs kilomètres en dessous de sa surface. Ensuite, de petits craquements et fractures apparaissent sur la croûte et des gaz s'en échappent. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. À part leur forme bizarre, elles n'ont rien de remarquable. Sauf une chose. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques ont découvert un phénomène étrange à la surface de Phobos. Et ils n'ont toujours pas trouvé d'explication. Quel est ce phénomène ? Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur l'histoire de notre système solaire ? Découvrons-le ensemble. L'astronome américain Asaph Hall a découvert Phobos et Deimos en 1877. Sais-tu que toutes les planètes de notre système solaire portent le nom de divinités grecques et romaines ? Par exemple, Mars, ou Arès, est la célèbre divinité de la guerre. C'est pourquoi les satellites naturels de cette planète rouge ont été nommés d'après les fils d'Arès, Phobos et Deimos. Ces jolis noms cachent en réalité des significations effrayantes. Peur et horreur. En 1971, le télescope Mariner 9 de la NASA a pris ses premières photos. C'est comme ça qu'on a découvert que ces corps spatiaux ne ressemblaient pas du tout à notre Lune. Ils ont cette forme bizarre, ainsi qu'une orbite étrange et instable. De plus, il n'y a pas d'autres lunes dans le système solaire qui se déplacent aussi près de leur planète mère que ces deux-là. Mais même s'ils sont très proches de Mars, si tu tenais à la surface de la planète rouge, tu pourrais à peine les voir.
C'est parce que la courbure de Mars cache Phobos et Deimos de la vue. Même si tu te trouvais quelque part sur l'équateur, Phobos ressemblerait à un simple astéroïde et Deimos à une étoile. Tout cela parce que ces satellites ne sont que des miettes par rapport à notre Lune. Ce sont les lunes les plus petites et les moins brillantes de tout le système solaire. Ce qui est ironique, vu leur nom terrifiant. Bref, il semble que tout devrait être assez clair avec ces deux satellites. Mais non, il y a un hic. Les scientifiques reconstituent l'histoire de l'espace en se basant sur les traces trouvées sur différents objets spatiaux. Des bosses, des rayures, des fissures, toutes ces choses peuvent nous dire ce qui s'est passé il y a des milliards d'années. Pendant longtemps, les scientifiques étaient sûrs que, tout comme les dieux grecs dont ils tirent leur nom, Phobos et Deimos étaient des jumeaux. Mais ensuite, l'orbiteur viking de la NASA a pris de nouvelles photos des satellites. Et c'est alors qu'ils ont découvert une différence significative entre les deux. La surface entière de Phobos est couverte d'énormes rainures. Il s'agit d'une série de longues et profondes fosses s'étendant d'une extrémité à l'autre de Phobos. Ok, et alors ? Tous les objets spatiaux présentent ce genre de choses à leur surface, n'est-ce pas ? Certes, il y a d'autres satellites avec des rainures et des éraflures similaires, mais aucun n'en a autant que Phobos. Ce dernier est complètement couvert de rainures, et elles sont énormes, jusqu'à 19 km de long et 200 mètres de large. Et ce n'est pas tout. Certaines de ces rainures se croisent avec d'autres. Cela signifie que Phobos a vécu non pas un, mais plusieurs événements traumatisants. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé exactement ? Les scientifiques n'en sont pas encore tout à fait sûrs. Mais ils ont quelques idées. Et ces théories peuvent nous renseigner non seulement sur le passé de Phobos, mais aussi nous aider à prédire son avenir. Théorie numéro 1. Impact d'astéroïdes. Le premier suspect est assez évident. Il y a un grand cratère de près de 10 km de large sur Phobos. Il a été baptisé Angeline Stickney, d'après la femme d'Asaph Hall, le scientifique qui a découvert les satellites. Et la première théorie stipule qu'un corps astronomique s'est écrasé sur Phobos. L'impact a été si fort qu'il a laissé ce grand cratère. Et l'impact de la collision a laissé un tas de rainures partout sur Phobos. Cela semble logique au premier abord, mais les scientifiques ont remarqué une faille dans cette théorie. Ils ont découvert que ces rainures se sont en fait formées non pas à l'intérieur du cratère, mais à proximité de celui-ci. Ce n'est donc pas une collision qui les a créées. De plus, qu'en est-il de ces rainures qui se croisent avec d'autres ? S'agit-il simplement d'une grande coïncidence cosmique ? Les recherches se poursuivent. Théorie numéro 2. C'est à cause des débris spatiaux. Il y a bien une différence entre ces deux théories. Dans ce cas, les rainures ne sont pas une conséquence directe de la collision. Cela se passe plutôt de la façon suivante. Quelque chose s'est écrasé sur Phobos. L'impact a provoqué la projection d'un tas de roches dans l'espace. Certains d'entre eux ont été perdus dans l'univers pour toujours, mais d'autres étaient suffisamment petits pour retomber sur Phobos. En passant à côté de la Lune à un angle prononcé, ils ont pu s'y écraser, rebondir et ainsi de suite. Et comme la gravité de Phobos est très faible, peut-être qu'ils n'ont pas pu s'y coller. En d'autres termes, ces roches ont été continuellement tirées vers le satellite et repoussées de celui-ci pendant de très nombreuses années. Cette théorie explique les rainures qui se croisent. Les roches tombaient constamment à ces endroits. Cela semble assez plausible, mais il y a un autre problème. On ne voit pas de rochers sur Mars ou à la surface de ces lunes. Or, tous ces débris étaient censés être piégés par la gravité et rester quelque part dans l'orbite de la planète, ou tout simplement devenir une partie de Phobos. En d'autres termes, si cette théorie est vraie, on en aurait trouvé des preuves sous des couches de poussière. Mais cela ne s'est pas produit. Cette explication n'a donc plus satisfait les astronomes. Ils ont donc continué à chercher le coupable. Peut-être que les rainures n'ont rien à voir du tout avec le cratère Stickney. Peut-être que le vrai coupable est quelque chose d'autre, quelque chose d'encore plus puissant. Pourrait-il s'agir de Mars elle-même ? Théorie numéro 3. Mars est méchante. Les théories précédentes impliquent que Phobos et Deimos étaient à l'origine des fragments de Mars. Comme s'ils s'étaient détachés d'elle et étaient devenus des satellites. Tout comme notre Lune. Mais que se passerait-il si ce n'était pas le cas ?
Les observations réalisées par le Mars Global Surveyor de la NASA montrent que Phobos et Deimos sont composés d'éléments que l'on trouve principalement dans les météorites et les astéroïdes. Alors Phobos et Deimos sont peut-être des astéroïdes? Il y a une ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Vu la taille, la forme et la composition de Phobos et Deimos, les scientifiques ont suggéré qu'il fut un temps où ils appartenaient à cette ceinture. Puis, un jour, ils se sont envolés. Et la gravité les a attirés vers Mars. Ce phénomène est appelé capture d'astéroïdes. C'est toutefois difficile à croire. Certes, la capture d'astéroïdes n'est pas rare, mais ces deux-là volent à côté de Mars depuis des milliards d'années. Il est étrange que leur orbite soit restée les mêmes. De plus, l'atmosphère de Mars est très raréfiée. Et à cause de cela, elle pourrait difficilement capturer des astéroïdes. En théorie, ils auraient dû se séparer de Mars à la première occasion. Or, cela ne s'est pas produit. Cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, ils sont restés coincés. Et Mars a immédiatement commencé à les détruire. Dans cette version, Mars s'avère être très méchante. En étudiant le passé, on a trouvé des preuves de crimes futurs. Les mystérieuses rainures de Phobos pourraient être causées par les forces de marée entre Mars et Phobos. La Lune et la Terre en échangent aussi, se déformant légèrement l'une l'autre. Mais comme Phobos est beaucoup plus proche de Mars, l'impact des forces gravitationnelles y est beaucoup plus fort. En d'autres termes, la gravité de Mars détruit progressivement Phobos. Tous les 100 ans, le satellite se rapproche de Mars de 1,8 cm. Il rétrécit aussi jusqu'à 2 mètres, devenant encore plus fragile et plus faible. Plus il devient petit, plus les forces de marée l'impactent, créant d'étranges rainures et rayures supplémentaires. Dans 30 à 50 millions d'années, Phobos entrera en collision avec Mars, ou se désintégrera et se transformera en un tas de petits rochers. Et alors, Mars aura aussi des anneaux, comme Saturne et Neptune. C'est pourquoi Phobos est aussi appelée la lune martienne condamnée. Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des théories, mais l'histoire dramatique de Phobos nous donne une idée de la dynamique des objets extraterrestres. Plus on en apprend sur eux, plus on découvre les secrets de l'origine non seulement de Mars, mais aussi d'autres objets de notre système solaire. Et si un jour on en venait à vraiment coloniser Mars, l'étude de ces lunes pourrait nous être d'une grande aide. Espérons que la prochaine mission MMX révélera certains des secrets les plus passionnants que cachent les lunes de Mars.